Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Nous allons parler cette fois de géométrie élémentaire. Vous maîtrisez sûrement tout ce que je vais dire dans cette vidéo, mais le but c'est que tout le monde parte sur les mêmes bases. Commençons par le vocabulaire géométrique et en particulier celui associé aux droites. Vous savez qu'une droite c'est une ligne infinie composée de points alignés, alors qu'une demi-droite commence à un point et s'étend à l'infini dans une direction. Le segment, lui, est composé de deux points qui le limitent. Les deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Ici, nous avons deux droites séquentes avec leurs points d'intersection en rouge. Dans ce schéma en particulier, on a bien des perpendiculaires puisqu'il y a un angle droit au point d'intersection. Et si je rajoute un petit soleil, cela va me permettre de définir l'horizon et la verticale. Continuons avec le vocabulaire associé au polygone, qui est une figure géométrique plane formée par une suite de segments de droite fermés. Donc on retrouve bien sûr pour ces polygones différents côtés, différents sommets et différents angles. L'unité de l'angle que nous allons utiliser, ce sera soit le degré, on peut aller jusqu'à 360 degrés, soit le grade, on pourra aller jusqu'à 400 grades, nous reparlerons de ces unités plus tard. Le périmètre que l'on va utiliser, c'est la somme des longueurs des côtés. C'est une unité de dimension 1. C'est bien une longueur. Ensuite, on va utiliser l'aire, mesure de la surface intérieure, qui est une unité de dimension 2. C'est bien une surface. Si on continue avec les polygones particuliers, on va retrouver le triangle rectangle qui est caractérisé par la présence d'un angle droit. Le triangle isocèle qui est caractérisé par au moins deux côtés de même longueur. Et enfin, le triangle équilatéral, qui est composé de trois côtés de même longueur, et du coup, également, de trois angles égaux à 60 degrés. On a ensuite le parallélogramme, qui est présent avec quatre côtés, et les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Je ne vous parle pas du rectangle et du carré, vous connaissez par cœur ces polygones particuliers. Si je reprends sur les volumes, on retrouve dans la notion de volume la mesure de l'espace occupé par un objet tridimensionnel. L'aire de la base va être utilisée dans la plupart des calculs de volume, et on a également besoin de la hauteur, qui est la distance perpendiculaire entre la base et le sommet, ou encore la face opposée en fonction des volumes. On a dans les polygones particuliers le pavé, qui est composé avec 6 faces en rectangle, le prisme, qui va être donc un objet composé de deux bases parallèles et identiques, avec des faces latérales qui sont des parallélogrammes. On a également le cylindre, avec deux bases circulaires parallèles et une surface latérale courbe. On a également le cône, avec une base circulaire lui aussi, mais une surface latérale courbe qui se rétrécit en un sommet. On utilisera également le cône tronqué, qui est un cône coupé par un plan parallèle à sa base. Et enfin, je ne vous parle pas de la sphère, dont tous les points sont situés à égale distance du centre. Appliquons tout cela au monde forestier. On va pouvoir cuber les grumes. On pourrait considérer qu'une grume c'est un cylindre, mais c'est une simplification extrême. On va plutôt considérer que c'est un cône tronqué. L'approximation est plus précise. On va également cuber des piles de bois. Donc dans ce cas-là, on sera face à un prisme complexe composé de deux prismes à base rectangulaire et d'un pavé. On verra ça dans les exercices. Parlons maintenant des surfaces et longueurs de formes géométriques planes particulières dans la notion de polygone. Dans les périmètres, on va retrouver donc la somme des longueurs des côtés, et dans les aires, on va parler pour le triangle de la surface du triangle qui est la moitié de la base fois la hauteur. Pour le carré, on a, en utilisant le côté, la surface du carré qui vaut le côté au carré. Pour un rectangle composé d'une largeur et d'une longueur, on va travailler avec la surface du rectangle qui sera longueur fois largeur. Pour le trapèze, c'est un peu plus compliqué. Donc on va utiliser comme formule le produit de la hauteur par la somme de la grande base plus la petite base, le tout divisé par 2. Quand on est dans une surface à forme géométrique complexe, on va décomposer en forme simple, c'est-à-dire triangle, rectangle et cercle.
on va faire ensuite le calcul de la surface de chaque forme et à partir de là, la somme de la surface. Prenons un exemple avec cette forme complexe. On voit bien que c'est constitué d'un rectangle et de deux demi-cercles que l'on peut associer ensemble en un seul cercle. Donc on va retrouver un rectangle de côté 100 et de côté 30, puisqu'on a deux rayons, et enfin un cercle entier de rayon 15. Donc je vais prendre les formules associées en les additionnant. Donc longueur fois largeur pour le rectangle, plus pi fois r carré pour le cercle. On retrouve donc 30 fois 100 plus pi fois 15 au carré. Je vous laisse faire le calcul. Parlons maintenant des volumes. Le pavé, c'est très simple, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Pour le volume d'un prisme, on multiplie l'aire de la base fois la hauteur. Donc attention, il faut bien identifier ce qu'est la base et ce qu'est la hauteur. Ici, dans le schéma, ça ressemble plutôt à une profondeur. Prenons un exemple avec B, la petite base 4 cm, la hauteur du triangle qui servira de base 3 cm et la profondeur 10 cm. La base du prisme, c'est bien le triangle de base B et de hauteur H. Donc je vais pouvoir calculer sa hauteur, son R, pardon. R de la base, c'est la moitié de la base fois la hauteur, et je vais donc retrouver 6 cm². Donc le volume du prisme, c'est l'aire de la base fois la profondeur, ici. Donc 6 fois 10, on obtient bien 60 cm3. Donc là, il faut faire bien attention puisqu'il y a la notion de base du prisme et ici, dans cet exemple, de base du triangle. Il ne faudra pas confondre les deux notions. On va continuer avec le volume d'un cylindre. Vous connaissez ça aussi. Pi fois r au carré fois la hauteur. Si on utilise le diamètre, ça fera pi sur 4 fois le diamètre au carré fois la hauteur. Pour un cône, on utilise 1/3 de pi r carré hauteur. Et pour un cône tronqué, on a une formule un peu plus complexe, mais si on regarde bien, elle a plein de points communs. En effet, on retrouve le 1/3, évidemment, on retrouve le pi, on retrouve la hauteur. Et en fait, c'est ce r carré qui va devenir r carré plus grand R fois petit r plus petit r au carré. Donc grand R, c'est le rayon de la base du cône, et petit r, c'est le rayon du cercle qui forme le haut de votre cône tronqué. Continuons maintenant avec les applications aux surfaces forestières. Donc on a évidemment la notion de surface terrière que vous connaissez déjà. La surface terrière petit g pour un arbre, c'est la surface en mètres carrés, on se rappelle de cette unité, de la coupe d'un tronc perpendiculairement à son axe. Donc en général on est à 1,30 m de haut, mais parfois on utilise la surface terrière médiane pour une coupe à mi-hauteur du tronc. On a donc la formule que vous connaissez par cœur, petit g égale pi sur 4 fois le diamètre au carré, avec le diamètre en mètres. On parle de grand G pour un peuplement, c'est la somme des petits g, et si on le ramène à l'hectare, le grand G par hectare, c'est la somme des petits g divisé par la surface. Attention, pensez bien à mettre la surface en hectares. On peut continuer avec la notion de surface de placette ou de parcelle. Donc là, quand on est sur une placette forestière, on va avoir quelque chose qui est généralement assez simple, avec des cercles, des carrés ou des rectangles, donc on a également des formules simples à retrouver. Par contre, les parcelles forestières, les parcelles cadastrales sont de forme beaucoup plus complexe, et on utilisera un outil informatique de type SIG, Système d'information géographique, pour les déterminer. Parlons des volumes forestiers. Vous connaissez le volume petit v d'un arbre. Quand c'est au sol, c'est assez simple. On va considérer qu'on a un cylindre à partir du diamètre médian. Donc on va utiliser pi sur 4 fois le diamètre médian au carré fois la longueur de l'arbre abattu, du tronc abattu. On est bien ici, attention, au diamètre médian. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser la formule d'un cylindre. Par contre, quand l'arbre est sur pied, on n'a pas du tout le diamètre médian. On aura le diamètre à 1,30 m. Donc on va prendre un volume de cylindre corrigé avec F. On va donc retrouver la formule F fois pi sur 4 fois diamètre 1,30 m au carré fois hauteur. On regarde et on retrouve qu'effectivement, on a la même base de formule à laquelle on a multiplié F, qui est un facteur de correction, facteur de forme. Il existe également des formules de cubage rapide. On a l'exemple de la formule d'Auvergne, mais c'est M. Chédot qui vous fait tous ces cours-là.
On va retrouver donc 0,55 fois diamètre 1,30 m au carré fois h pour cette formule d'Auvergne, mais il y a beaucoup de points communs avec encore une fois le diamètre 1,30 m au carré, encore une fois la hauteur, et finalement l'exemple qu'on a pris avec cette formule, c'est tout simplement que le f fois pi sur 4 a été simplifié en 0,55. D'ailleurs, si on retrouve f avec cette formule-là, ça nous fait un f de 0,7, c'est bien la preuve qu'on est sur une formule destinée aux feuillus de futaie régulière. Parlons maintenant des volumes forestiers pour le volume d'un peuplement avec plusieurs arbres. Donc c'est la somme des volumes individuels d'un arbre qu'on peut ramener à l'hectare. Vous connaissez cette formule, volume à l'hectare, c'est le volume calculé divisé par la surface. On a donc la somme des volumes individuels divisé par la surface. Encore une fois, faites bien attention à mettre cette surface en hectares. Parlons maintenant des angles. Nous allons commencer par les unités. On retrouve différentes unités pour les angles. Le radian, qu'on n'utilisera pas dans ce cours-là, puisque c'est un peu inutile pour votre programme, mais c'est malgré tout l'unité d'angle du système international, donc il faut savoir que ça existe. Ensuite, ce qu'on va beaucoup utiliser, évidemment, ce sont les degrés, qui correspondent à 1/360e d'un tour complet. 1 degré, c'est 1/360e d'un angle plein d'un tour complet. On va également utiliser le grade, qui est 1/400e d'un tour complet. Donc ça veut dire que le maximum pour un grade, ce sera 400 grades. Comment fait-on les conversions entre les deux? On va utiliser un produit en croix. L'angle en degrés, c'est 180 fois l'angle en grade sur 200. Et pour l'angle en grade, ce sera 200 fois l'angle en degrés divisé par 180. Alors c'est facile à mémoriser, puisqu'on va utiliser un demi-cercle. Et quand on fait une conversion de 60 degrés en grade, on va donc avoir notre angle en gradient qui vaut 200, c'est-à-dire un demi-cercle en grade, fois l'angle en degrés 60 divisé par 180, qui est un demi-cercle en degrés. Donc on va retrouver avec ce produit en croix 66,7 grades. Nous allons maintenant parler des sinus, cosinus et tangentes d'un angle alpha. Ce sont des fonctions d'angle et cela va pouvoir se visualiser dans un triangle rectangle. Donc là, on a en bas ici le côté adjacent à alpha. En face de l'angle alpha sur l'angle droit, on a le côté opposé à alpha et puis évidemment l'hypoténuse située au-dessus à l'opposé de l'angle droit. Donc la fonction sinus alpha est égale au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus alpha, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, la tangente alpha n'utilise pas l'hypoténuse, mais le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc il y a un moyen mémotechnique pour avoir ces fonctions en tête. SO, sinus opposé sur hypoténuse. K, cosinus adjacent sur hypoténuse. TOA, tangente opposée sur adjacent. Donc rappelez-vous du SOHCAHTOA, certains disent aussi KSOHTOA. Vous mémorisez comme vous voulez, mais vous mémorisez ces fonctions d'angle. Comment on utilise ça dans un triangle? On va déterminer une longueur à partir d'un angle. Donc prenons un exemple. On a ici un angle de 45 degrés avec un côté adjacent qui vaut 10 mètres. Quelle formule va-t-on utiliser pour déterminer l'hypoténuse? On a donc ici le côté adjacent et on recherche l'hypoténuse. On a l'angle alpha, donc on va pouvoir utiliser cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse. Donc si je fais la manipulation d'équation, je vais retrouver l'hypoténuse est égale au côté adjacent divisé par le cosinus alpha. Et donc à partir de là, l'hypoténuse vaut 10 sur cosinus 45 degrés. Et donc l'hypoténuse vaut 14,14 mètres à peu près. On peut également déterminer un angle à partir des longueurs d'un triangle en utilisant les fonctions inverses, arc cosinus, arc sinus et arc tangente. On va prendre un exemple. On a donc notre triangle avec côté adjacent et côté opposé déterminés, 20 mètres et 4 mètres. Et on cherche alpha. Donc là, on a le OA, donc on va pouvoir utiliser TOA, la tangente. Et la tangente vaut côté opposé sur côté adjacent, ici 4 sur 20, c'est-à-dire 0,2. Donc l'angle alpha vaut arc tangente de 0,2, c'est la fonction inverse. Donc alpha est égal à 11,4 degrés. Comment va-t-on appliquer ça au monde forestier? On va par exemple mesurer la hauteur d'un arbre. Comment fait-on? On a ici la distance au sol, on cherche la hauteur, on a l'angle alpha, on va donc pouvoir utiliser TOA, puisqu'on on va utiliser la tangente à partir du côté opposé sur le côté adjacent. On n'a pas besoin de l'hypoténuse ici.
Donc, on va retrouver la formule tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent. Donc là, ici, dans notre exemple particulier, ce sera hauteur divisée par distance au sol. Donc la hauteur est égale à la distance au sol fois tangente alpha. On utilise donc la tangente alpha dans cet exemple. On verra qu'il y a des angles alpha particuliers qui permettent de simplifier ce calcul. On va prendre un exemple avec alpha égale 35 degrés et la distance au sol qui vaut 11,4 mètres. La hauteur, c'est la distance au sol fois la tangente de 35 degrés. On va donc avoir 11,4 fois 0,7, à peu près 8 mètres de haut pour notre arbre. On va pouvoir également utiliser les pentes, avec en particulier le pourcentage de pente, qui est l'inclinaison d'une surface par rapport à l'horizontale. Donc là, si je reprends mon triangle, on a la longueur horizontale et la hauteur. Et le pourcentage de pente, c'est la hauteur divisée par la longueur horizontale fois 100. Donc si je monte de 10 mètres en 100 mètres, j'aurai 10% de pente. Et quand je travaille en degrés, j'ai hauteur et longueur horizontale, donc j'ai OA, donc je vais utiliser la tangente. Et donc le pourcentage de pente, ça sera la tangente alpha fois 100. En effet, on retrouve hauteur sur longueur horizontale, c'est bien la formule de la tangente. Donc le pourcentage de pente, c'est tout simplement la tangente de l'angle fois 100. On va prendre un exemple. Si j'ai un angle de 15 degrés, le pourcentage de pente, c'est tangente de 15 degrés fois 100. Et je vais retrouver 0,268 fois 100, donc 26,8%. Voilà pour cette vidéo sur la géométrie. On n'ira pas plus loin que ce que j'ai vu dans cette vidéo. Par contre, il va falloir maîtriser toutes ces notions puisqu'elles sont utilisées dans plein d'exemples et plein d'exercices différents, aussi bien dans ce cours que dans le cours de dendométrie. Bon courage!